Coucou, c'est Datanexua et bienvenue dans cette vidéo spéciale 300 abonnés. Alors oui, comme dirait SN Le Moins, maintenant je peux être à la tête d'une armée. Je vous ai donc demandé sur Twitter ainsi que sur Instagram et Facebook de me poser des questions auxquelles justement je répondrai dans cette vidéo. Il va y avoir aussi les résultats du concours puisque... Voilà, il y avait aussi un concours avec 3 gagnants, et ben ça se profile et les noms des gagnants seront connus à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti pour les questions. Alors moi j'aimerais bien en savoir plus sur ton setup pour filmer et aussi savoir quel est le livre qui t'a fait le plus rire dans ta bibliothèque. Alors coucouillonne, j'utilise une webcam Tedgen que j'ai depuis un certain moment, elle avait coûté à peine 20 € à l'époque. Elle filme en Full HD, mais comme vous l'avez sans doute remarqué, le rendu est seulement en HD. Tout cela pour des zooms en post-prod. On peut donc zoomer sans que ce soit pixelisé avec ce principe. Pour le micro, c'est un Tonor microphone Q9, on me l'avait prêté et après je l'ai payé justement à la personne environ 50 € si je me souviens bien. Il y a un anti-pop, le petit truc là, le petit disque, avec une prise USB exactement comme la webcam, comme ça je branche tout en fait sur le PC. Alors en revanche la qualité du son est retravaillée en post-prod car on a beaucoup de bruit de fond. Alors on peut régler le volume du son mais pour éviter du coup de trop entendre le bruit des voisins, du PC... Ouais, parce que je garde quand même assez longtemps mes PC, ça commence un petit peu à se faire vieux. Ou aussi des gamins dans les écoles qui sont en contrebas de l'appartement. Le son est extrêmement bas quand j'enregistre et on le monte au moment du montage. Donc il y a un bras aussi articulé, un magnifique fixateur qu'il faut enlever et remettre à chaque fois, puisque je n'ai pas vraiment de bureau en fait. Je me filme sur la table qui nous sert aussi à manger, ou sur la table basse pour les chroniques. Et après, donc, question aussi logiciel, j'utilise un logiciel gratuit de capture de son et de vidéo que j'avais en fait déjà intégré dans le PC. Alors, le livre qui m'a fait le plus rire, la bibliothèque. Alors, je n'ai pas de bibliothèque, vraiment, les livres sont un petit peu posés par terre. Alors, c'est un livre de recettes. Gastronomique version dessin animé. Alors pourquoi? Parce que Léo et moi en fait on aime bien cuisiner et en lisant en fait cet ouvrage ça nous a rappelé un petit peu les dessins animés, alors lui de son enfance, en plus dans les années 80-90 et moi 90-2000, ça nous a vraiment fait rire. Alors oui sinon pour le reste, pour vraiment me faire rire avec un livre, faut vraiment y aller parce que je suis assez difficile là-dessus. Comment tu fais pour gérer un emploi du temps de ministre? Comment fais-tu pour t'y tenir? Moi j'ai beau avoir un agenda super organisé, si mon cerveau me dit non tu ne feras pas ça aujourd'hui, je ne le fais pas. Comment fais-tu pour organiser tes journées? Comment t'organises-tu? Alors oui, donc 3 questions justement qui se ressemblent un petit peu. Alors coucou Hotsinals, Laurent et Pandora, je vais vous répondre en fait à tous les 3 dans la même réponse. Alors je suis assez psychorigide. Le fait que mon père soit un ancien militaire y est peut-être pour quelque chose. Quand j'ai un planning à respecter, en fait, je le respecte. Je déteste les imprévus, ça doit être comme ça, à telle heure, et j'ai vraiment des plages horaires assez spécifiques. Squeezard, d'ailleurs, qui fait des live lectures, doit le savoir, car quand je lui dis qu'à 22h30, je pars écrire, à 22h27, je lui dis au revoir, bisous, et à 22h30, j'écris. Je me lève très tôt, car oui, vous avez sans doute dû remarquer que je n'arrive pas sur Twitter à la même heure. En fait, ça dépend un petit peu de ce que je fais avant. Alors déjà, pour ceux qui se posaient la question de ma nature extraterrestre pour les tweets qui sont postés à toute heure du jour et de la nuit, je vous rassure, il y a une explication très simple à ça, coucou plume, c'est les tweets programmés. Ouais, merci TweetDeck. Je ne suis pas là en fait la nuit quand même, bon, sauf de rares fois où j'arrive vraiment pas à dormir, mais sinon non, ce sont des tweets programmés. Alors le lever c'est souvent 7h, 7h30, maximum 8h, sachant que je me couche rarement avant 1h du matin. Et ça, même les week-ends et les jours fériés. Car souvent, en fait, je peux pas me coucher tant que j'ai pas fini le taf que je devais faire dans la journée, sinon je culpabilise à mort. Donc autant j'arrive à gérer un imprévu, par exemple un appel du banquier en plein milieu de l'après-midi qui dure très longtemps, ou encore des corrections à dire à faire qui arrivent comme ça. Autant au bout de 2 imprévus, j'ai quand même besoin d'un remontant, je bouffe 2-3 carrés de chocolat et je m'y remets. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, on va dire, à sortir du planning, à sortir de l'emploi du temps. Non. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué dans toutes mes vidéos, il y a un calendrier en fait à côté, un calendrier avec de très grandes cases, et je mets la veille en fait ce que je dois faire le lendemain. Et j'essaie vraiment de m'y tenir, et à chaque fois je coche. Donc voilà, alors, je suis pas forcément très agenda, Hotsinals pour ça, c'est vrai que moi les agendas, j'ai jamais non plus réussi à m'y tenir. Si c'est petit, j'aime pas trop. Alors que c'est vrai qu'un calendrier vraiment qui est à côté de moi et que je peux regarder à toute heure du jour et de la nuit, l'air de rien, ça me motive. Quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose?
Eh bien, coucou mon autrice à la belle plume, je ne sais pas. On enchaîne. Le récit qui t'a le plus marqué récemment. Alors coucou Laurane, le récit qui m'a le plus marqué récemment, c'est le Don d'Anoukis de l'Alsacienne indépendante. Alors il m'avait marqué déjà en bêta lecture, parce que ça parle de fantastique, mais surtout, ça parle de personnes âgées, et plus exactement de l'amour entre deux personnes âgées. Ça parle aussi des maisons de retraite, ce n'est quand même pas souvent qu'un livre, qui plus est fantastique aussi, en parle. Et puis c'est vrai que l'amour n'a pas d'âge. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage, mais qui m'est rempli d'émotions et qui va forcément vous faire sortir une petite larme à l'œil. Alors ensuite, ce que j'aime, ce que je déteste dans un récit pour donc Laurane et Laurent. Alors j'y ai déjà répondu dans une interview de Plume des auteurs, que je vous mets effectivement en lien dans les sources, ainsi que dans 2 interviews aussi, on m'avait posé cette question. Alors déjà, ce que je déteste. Alors, les photos. Nombreuses, j'entends. C'est-à-dire celles qui se succèdent. J'ai mis par exemple moi-même de côté des sous pour pouvoir payer 2 correctrices pour le tome 1 de La Magie du Destin qui va être réédité. Alors oui, ça a un coût, je l'accorde, c'est cher. Mais après tout, c'est normal. Et c'est surtout nécessaire. Et d'ailleurs, j'espère qu'il n'y aura plus que quelques coquilles. Pour les ME, c'est pareil. Quand je vois parfois 5 fautes par chapitre et des fois des fautes qui se succèdent, je peux pas. Ensuite, l'absence de recherche. Quand l'ouvrage s'inscrit dans un lieu existant, à notre époque, ou même que les personnages en fait prennent des moyens de locomotion actuels, voir des erreurs, que ce soit sur la distance, sur les pays, sur les lieux, voire même aussi des fois sur certaines petites choses, c'est pas possible. Et je ne parle pas des récits dans lesquels le médical s'y glisse. Là, c'est encore plus problématique. Parfois, il suffit juste de poser des questions sur les RS ou de s'informer sur des sites sérieux. Pour les sites sérieux, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, suivez le Décodex ou alors devenez sceptique, avec toute la clique de super youtubeurs que je peux vous recommander dans les sources. Et vous parlez d'une technique médicale qui existe par exemple dans votre ouvrage, renseignez-vous. Car non, le cancer c'est pas contagieux. Enfin, au niveau de l'histoire, je suis plutôt bon public contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a juste des choses qui m'insupportent comme les clichés basés sur des idées reçues. Exemple, toutes les femmes aiment les brins ténébreux. Celles qui disent le contraire mentent. Après discussion avec l'autrice, c'est ce qu'elle pense être vrai. Mais d'un genre vraiment vrai, c'est-à-dire ancré. Là, c'est ce que j'appelle un cliché qui me dérange. Ça, oui, ça m'énerve. Tout comme le fait que toutes les femmes aiment le rose. Non, on peut très bien aimer cette couleur, comme on peut la détester. Peu importe le sexe de la personne, en fait. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les idées généralisées, les idées reçues, et qui sont pas contrebalancées, par exemple. Ça, effectivement, ça me dérange. Je reprends aussi toujours, on va dire, la petite phrase. Moi, j'ai dans un récit un personnage qui peut vraiment paraître cliché, mais justement, je m'en moque, et mon personnage elle-même, en fait, s'en moque, en disant très souvent « Ah bah oui, je sais, mais je suis pas qu'un cliché, j'ai un cerveau aussi, j'ai pas que des belles jambes, etc. » Tout simplement pour contrebalancer cet effet cliché. Maintenant, ce que j'aime. Alors, ce que j'aime déjà, l'originalité. Sans être vraiment cheveux sur la soupe, surprenez-moi, glissez des indices le long du récit, faites-moi réfléchir. J'adore la réflexion, j'adore quand il faut réfléchir. Ensuite aussi, des personnages profonds, qui s'inscrivent aussi dans un univers riche. En fait, pour résumer tout ce que j'aime, c'est clair, dès que je commence à lire, si j'imagine ce que je lis comme dans un film qui défile dans ma tête, c'est souvent très bon signe. Laurane encore, est-ce que tu parles le Klingon? Tape là. Quel univers rêverais-tu de voir transposé sur le petit écran, Laurane? Alors pour être honnête, quand même un petit peu, d'abord, ce serait celui de La Magie du Destin et d'Alix. Ce serait un rêve, je peux quand même oser le dire. Bon, maintenant, ce qui serait plus réaliste, ce serait que chaque auteur édité ou auto-édité puisse avoir la chance de voir son univers transposé sur petit ou grand écran. On couche des histoires sur le papier, alors imaginez que demain, chacun d'entre vous puisse découvrir, rencontrer ces personnages en vrai. Franchement, moi qui suis de nature altruiste et généreuse, j'adorerais pouvoir faire ça. Si j'ai une baguette magique, je pense que ça pourrait être pas mal, ouais. Donc oui, tout le monde a le droit à sa part. Alors Laurent et Laurane m'ont demandé quel était mon auteur-autrice préférée. J'ai le droit de répondre Lauriane M. Ghost. Elle saura pourquoi. Alors j'y ai aussi déjà répondu dans une autre interview. En tant qu'autrice préférée, c'est évidemment Amélie Nothomb. Alors je n'ai pas lu son dernier ouvrage, mais je trouve que sa folie, son décalage, c'est vraiment... ce qu'on arrive aussi à percevoir entre les lignes qu'elle écrit, entre ses mots, j'adore ça. Et alors, en tant qu'auteur aussi, que j'aime bien suivre et que j'aime bien lire, puisque je trouve que c'est pas du tout la même chose que les autres, mon préféré restera quand même Stephen King, même s'il y en a d'autres que j'adore, évidemment. Il y a un certain petit auteur irlandais là que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est vrai que Stephen King a une petite patte, on va dire, il y a vraiment son univers que j'aime beaucoup. Waouh, tu le mérites! Merci beaucoup Marion Perret, et n'oubliez pas, c'est une autrice qui a écrit Les larmes d'Aphrodite. Alors qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire puis de faire un blog sur des astuces d'écriture de Maëva?
Alors déjà, faut savoir que j'ai toujours eu envie d'écrire, je l'ai déjà répondu dans certaines interviews comme celle d'Alexandre Rabor, je vous mets aussi le lien dans les sources. Je crayonnais déjà avant de savoir réellement écrire et j'adorais réinventer les histoires qu'on me lisait, donc c'est vrai que ça commence à dater un peu. Pour le blog, je pense que tu veux parler donc de la chaîne YouTube. On me l'a demandé, on va dire, en salon, au Bloody Weekend de 2016, si je me souviens bien. Il y a pas mal d'auteurs qui m'ont dit à ce moment-là, mais t'es super enthousiaste, on a besoin de quelqu'un comme toi, de motivant, qui nous encourage. Ah, et malheureusement, j'avais fini mes études. Je travaillais un petit peu tous les jours pour essayer de passer mes concours, j'enchaînais les matières et j'avais pas vraiment le temps, puisqu'on oublie un petit peu souvent, mais pour faire des vidéos, ça prend du temps en fait. Entre le moment d'écrire, le montage et la publication, il y a une semaine en fait qui se déroule. C'est très long. Donc là, non. Et puis après plusieurs échecs aux oraux de mes concours, je me suis quand même dit qu'il fallait un petit peu que je commence à vaincre ma timidité maladive, parce que ça commençait un petit peu à m'handicaper. Et en plus de ça, je sortais un petit peu d'un passage à vide, on va dire, j'étais un petit peu, on va dire, déprimée, j'avais un petit peu assez, on va dire, de tout, et c'est à ce moment-là que mes écrits ont commencé, on va dire, à être sélectionnés, que je suis rentrée dans Livresque Édition, ça a un petit peu, on va dire, redonné goût à la vie, et surtout l'envie, on va dire, d'écrire, et c'est là, en fait, que les auteurs qui me suivaient il y a quelques années, m'ont reformulé, en fait, la même chose, en me disant, mais vas-y, lance ta chaîne, parce que j'aimerais bien avoir des conseils, et c'est vrai que la plupart du temps, les questions que j'avais, alors on me pose toujours, en fait, des questions en MP, et j'essaye d'y répondre le plus souvent possible. Malheureusement, il faut aussi savoir que je reçois beaucoup de messages privés, beaucoup de mails aussi, donc désolé si je ne peux pas vous répondre tout de suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les vidéos, donc c'est vrai que maintenant je vous renvoie vers les vidéos, non pas que ça fasse impersonnel, la plupart des questions, on va dire, j'y ai déjà répondu en vidéo. Donc voilà, l'été 2019, c'est fait. C'est vrai que la chaîne existe depuis 2018, puisqu'en réalité, ça devait être une chaîne sur l'histoire à la base, pour aider mes élèves justement auxquels je donne des cours. Et finalement, vu qu'il y avait déjà pas mal de chaînes d'histoire qui existaient, j'ai un petit peu abandonné l'idée, et je me suis dit, bah allez hop, je reprends ma Tata Nexua, mais cette fois-ci pour les conseils d'écriture. Et j'espère que vous en êtes satisfait. Comment faire pour trouver des bêta-lecteurs et correcteurs fiables? Donc c'est Reine des Neiges qui me pose cette question. Alors pour les bêtas, il y a plusieurs solutions. Soit les groupes Facebook ou Twitter, tout en réclamant du sérieux en amont, et ou les informer d'une éventuelle fiche de lecture. Pourquoi? Alors les bêtas pas fiables et pas sérieux auront tendance déjà à partir, à fuir, dès qu'on va leur dire il faut remplir une fiche. Même si vous ne faites pas de fiche. Pour ma part, mes bêta lecteurs n'ont pas de fiche à remplir. Il y en a vraiment une, on va dire, de bêta qui préfère avoir une fiche, qui préfère, on va dire, avoir un cadre et des questions à remplir. Donc pour elle, oui, pour elle, je lui fais une fiche de lecture spécifique pour cette bêta-là. Mais les autres, c'est vraiment en marge, on va dire, de l'ouvrage. Il n'y a pas de fiche de lecture. Pour autant, si vous dites, il y aurait peut-être une fiche de lecture à remplir, déjà, il va y avoir certaines personnes qui vont partir en disant « Oh là là non, trop compliqué, j'ai pas envie ». C'est là aussi on voit un petit peu le sérieux. Ensuite, n'envoyez pas votre ouvrage à un illustre inconnu. Je développe. La plupart des auteurs aussi des fois refusent d'envoyer à des personnes, et je peux les comprendre, hein, surtout des inconnus, je suis d'accord avec ça, puisque l'ouvrage, même avec un filigrane, au final, la personne peut l'avoir, le diffuser, etc. Choisissez déjà des personnes de confiance. Ça peut très bien être des personnes sur des réseaux, mais auxquelles vous parlez depuis plusieurs mois, soit qu'ils ont écrit, soit qu'ils n'ont pas écrit, des chroniqueurs ou pas, des lecteurs soit de votre genre, soit au contraire pas du tout du même genre. Et ça aussi, ça peut avoir son importance, puisque moi justement, dans mes bêtas, il y a des personnes qui détestent le fantastique, alors que la plupart de mes écrits sont fantastiques, mais justement, ça donne une autre tournure aux événements. Et en plus, le fait que vous connaissez la personne, ça peut vraiment décanter, on va dire, une situation. Pour les bêta correcteurs, alors j'en ai deux petites explications. Ce ne sont pas des correcteurs pro, ce sont des bêtas à la base, vraiment des bêta lecteurs, mais qui veulent absolument faire un petit peu les correcteurs, me dire là il y a un problème de concordance des temps, là tu n'écris pas forcément ce mot comme il faut, là ce mot ne veut pas vraiment dire ça. Donc voilà, c'est vrai que eux ils font un petit peu office de bêta correcteur. Mais ce n'est pas leur rôle, et de base, je ne leur demande pas ça. Ils le font en fait d'eux-mêmes. À savoir, une petite parenthèse, mais je rappelle que j'ai 12 bêta lecteurs. J'en ai en fait 4 qui sont temporaires, on va dire, qui sont pas là tout le temps. C'est vraiment si jamais j'ai un doute que je fais appel à eux, mais sinon il y en a vraiment 8 permanents. Ensuite en ME, je sais qu'il va y avoir des corrections, donc on va vraiment passer ça de côté, mais en AE, donc en auto-édité, il faut vraiment mettre de côté de l'argent pour pouvoir payer un correcteur, une correctrice professionnelle. Alors à quoi on reconnaît un bêta fiable, sérieux? Déjà c'est quelqu'un qui est et qui sera là pour vous faire du remuage de neurones en cas de blocage. C'est quelqu'un qui s'intéresse à votre ouvrage, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler de l'œuvre, et c'est quelqu'un qui, par exemple, une fois qu'il aura lu, pourra vous dire « Ouais, bah tu sais, à telle page, j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un petit peu d'action, à tel moment, on va dire, les personnages, je trouvais qu'ils se rapprochaient trop vite ou pas assez. »
là ça peut être vraiment quelqu'un de fiable. Alors qu'un bêta qui va juste vous dire « Alors ton histoire, elle est super, bravo, tu peux vraiment la publier ». Ça n'apporte pas grand chose en fait, c'est pas le rôle d'une bêta. Ne vous inquiétez pas d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les bêtas prochainement, puisque là on arrive au fur et à mesure des conseils, à la fin de cette saison 1 des conseils d'écriture. Tu travailles dans plusieurs maisons d'édition, plus l'auto-édition, en fonction de quoi se portent tes choix pour chaque roman qui sort, et aussi on a Pandora qui dit on te voit dans beaucoup de ME. Alors pour répondre déjà à Pandora, en effet je suis chez Otherland, Évidence Édition, Livresque Édition, l'Alsacienne Indépendante, Multichip, sans oublier aussi également les assos qui m'ont publié, donc Tonnerre Factory, Entrouvert et Tirage de tête plus récemment pour mon roman jeunesse, ainsi aussi que les collectifs d'auteurs auxquels j'ai participé. Et bien sûr, évidemment, l'auto-édition. Alors, et donc maintenant, pourquoi? Ça va répondre à la question de Laurent. Déjà, la ligne éditoriale de la ME. La ligne éditoriale, oui, on y revient. Otherland ne publie pas les mêmes ouvrages que l'Alsacienne Indépendante ou Multichip, pour ne citer que. Ensuite, l'ambiance joue beaucoup, les DE également. Alors, DE, c'est directeurs éditoriaux. Pour l'auto-édition, c'est simple, j'ai choisi cela parce que ma saga, déjà, elle était longue. Alors à savoir que ça se coupe en duologie, hein, il va quand même y avoir 7 tomes en tout, donc ça faisait un petit peu peur à la plupart des maisons d'édition, sachant que la plupart, les grandes sagas comme ça, les grands cycles, on peut dire, ça devient de plus en plus rare. Déjà que les trilogies, c'est encore de plus en plus rare, il y a de moins en moins de ME qui prennent des trilogies, mais alors là, question risque, c'était beaucoup trop grand. Et parce que toutes les ME qui m'ont donné une réponse positive, oui, il y en a eu, voulaient modifier le cœur de l'ouvrage. Alors j'explique. Ouais, parce que alors très souvent c'était non, mais alors on aime bien, mais il faudrait peut-être rajouter un peu plus d'amour. Alors moi qui n'aime pas le dégoulinant, hein, un petit clin d'œil à mon éditrice chez l'Alsacienne Indépendante, autant lui dire que non, ça rajouter du dégoulinant et de l'amour, c'est pas trop mon truc. Ou encore ne pas tuer l'héroïne dans un certain tome, puisque justement, soi-disant qu'on ne peut pas tuer l'héroïne. Bah si j'en ai envie. C'est le destin, en fait, il faut qu'elle meure, elle meurt. Ou encore, supprimer un personnage secondaire parce que ça ferait trop de personnages, alors que déjà, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout dans le tome 1. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être aussi croire, j'ai vraiment choisi l'auto-édition. Ça a été un choix. J'aurais pu, évidemment, le publier dans certaines maisons d'édition. Donc, j'ai préféré garder mes droits et publier comme ça, quand je veux, ma saga. Alors, pour les prochains, Les Immortels devaient aussi sortir en ME, mais finalement, ça ne se fera pas. En tout cas, ça ne s'est pas fait puisque ça a été annulé. Donc j'ai plusieurs choix, on va dire, qui s'offrent à moi. Et finalement, je pense que je vais peut-être le sortir en AE, surtout après les réponses positives de ME que j'ai pu avoir. Ensuite, pour Alix, c'est un petit peu un ovni, puisqu'alors c'est du SF fantastico dystopique bizarre. Donc c'est vrai que je pense aussi que je vais le sortir en AE, et pour les 19 autres projets, alors voire 21, parce qu'il y en a 2 de plus qu'on peut à la limite rajouter, je ne sais pas encore. C'est vrai que quand ça va être des OS, donc des one-shot, pardon, c'est clair que là, pourquoi pas vers des ME, parce qu'au moins les OS, je sais que ça passe plus facilement, pourquoi pas. Et au moins, on va dire, on donne les droits pour une œuvre. En revanche, la plupart des nouvelles aussi que j'écris, parce que j'écris beaucoup de nouvelles, ça c'est vrai que j'ai plus tendance à répondre à des AT et à les envoyer du coup en ME. Mais après, pourquoi pas écrire un recueil de nouvelles, spécialement pour l'auto-édition, oui, pourquoi pas. Combien de temps mets-tu pour créer le premier jet d'un roman? C'est une question de Laurent Delépine. J'en avais déjà parlé, on va dire, dans une vidéo, ça dépend. Alix, ça m'a pris 3 semaines. 3 semaines d'écriture, tous les jours, parce que mon perso me hantait jour et nuit. Qu'est-ce qu'elle était chiante. J'écrivais ce qu'elle me disait, c'était donc d'une rapidité mais complètement déconcertante, j'avais même pas découpé les chapitres, j'écrivais mais comme ça. Je m'étais même pas, on va dire, relu, hein, c'était une traite. Pour les nouvelles, je mets souvent entre 2 et 4 jours. Ça peut arriver, je mets un petit peu plus longtemps, soit quand je suis pas satisfaite, on va dire, de l'ambiance, soit quand par exemple j'ai besoin, on va dire, d'aide sur certaines choses. C'est vrai que pour une nouvelle, on va dire, d'érotisme, je sentais, on va dire, que mes bêtas n'étaient pas forcément fans, quoi, qu'il manquait quelque chose. Du coup, j'ai complètement demandé de l'aide à des auteurs et autrices à fond dans l'érotisme. Coucou Fifi Ronquine et Jeanne Malisa. Et un roman, c'est généralement 2 mois. Je dis bien généralement parce que ça peut être moins ou plus. Hein. Pour la magie du destin, par exemple, ça a quand même pris 10 ans. Mais alors attention, c'est parce que c'est très complexe, que j'ai plus de 200 fiches personnages. Et puis alors seulement pour les 4 premiers tomes. Hein. 45 lieux, il y a une trentaine d'intrigues, et encore j'en passe, hein, parce que alors le dernier, je vous dis pas combien. Donc oui, là, ça a pris 10 ans, on va dire, à se mettre en place. Et maintenant, on va dire que tout est en place et que tous les premiers tomes, pour ne rien dévoiler, sont écrits. Ça va aller, on va dire, plus vite maintenant. Quels sont tes rituels d'écriture? Pandora qui me pose cette question. Alors j'ai déjà aussi répondu dans pas mal d'interviews pour cette question, je n'ai pas de rituel. Désolée, ça casse un petit peu un mythe, mais je peux très bien écrire toute une journée ou en plein après-midi ou le soir, même si je préfère quand même à la fin d'après-midi et le début de soirée pour écrire. Il me faut un thé et de quoi manger à côté, c'est tout.
Mais quelle est ma musique préférée? Alors, j'adore le métal symphonique ou le hard metal, mais ma chanson préférée reste Julian de Within Temptation. Quel personnage adorais-tu rencontrer? Quel personnage te fait le plus peur de Squeezard? Nikola Tesla. Ne rigolez pas, hein, je vous entends au fond, il y a des bouquins qui lui sont consacrés, donc ça peut quand même rentrer dans le truc. Oui, ok, d'accord, c'est pas vraiment un personnage, puisque c'est quelqu'un qui a existé, d'accord. Bon, bah c'est simple, tous les ouvrages que j'ai chroniqués en papier jusqu'à aujourd'hui, je rêve de rencontrer les persos. La profondeur de certains, on dirait que ça pourrait être mon ami ou mon ennemi, alors non, franchement, vos persos sont vraiment géniaux, j'aimerais vraiment, on va dire, les rencontrer, donc, ouais, tous. Alors, sinon, s'il faut vraiment choisir qu'un seul, je dirais Lottie. Celui qui me fait le plus peur maintenant. Alors, j'ai pas vraiment de persos qui peuvent me faire peur. Alors, sauf si c'est un récit d'araignée à la Yonne. Il comprendra. Non, j'ai pas souvent peur, on va dire que j'ai plutôt des envies de meurtre, oui, j'ai des envies aussi de secouer des personnages parfois, mais la peur, non. Alors, à la limite, celui que je voudrais pas croiser, s'il y en a bien un, en fait, c'est le personnage imaginé par Ewan Hertz dans Continuum 2018, hein, le recueil d'Ozerland, de ma petite maison d'édition Ozerland, parce qu'il est brisé, troublé et armé. Et personne ne pourra le faire entendre raison. Non, et il tuera tout le monde. Voilà, c'est la fin de la FAQ pour les 300 abonnés. Alors, merci beaucoup à celles et ceux qui ont joué le jeu. J'ai reçu pas mal de questions, bon, on va souvent à dire des mèmes, mais après tout, c'est pas grave, hein. Comme ça aura permis de développer plus avec eux. Et donc, nous allons maintenant passer au concours et surtout à la révélation des gagnants. Alors, vous avez été plus d'une vingtaine à participer. Je vous rappelle qu'il y aura 3 gagnants. Le premier aura le choix avec ce qu'il veut parmi les livres que j'avais postés dans le thread sur Twitter. Le deuxième, et bien justement, après que le premier est choisi, il aura le choix avec ce qui reste. Et le troisième, ce sera des goodies. Alors, je me suis donc bien amusée à découper vos petits noms et à les mettre sur des bouts de papier, et ça tient dans une petite bourse de dés à jeux de rôle. Donc, je vais m'amuser à faire le tirage, et si possible, à ne pas faire de coupures dans le montage, histoire qu'on remarque bien, qu'il n'y a pas eu de fraude. Yep. N'empêche, il y a pas mal de petits bouts de papier à l'intérieur. Une vingtaine de personnes, ça commence à faire beaucoup. Ce stress incroyable, puisqu'en plus je sens des regards peser sur moi. Plus d'une vingtaine en plus. Ah bon. J'ai envie de dire quand faut y aller, faut y aller. Alors, la première personne. Ah Yop. Alors, le premier gagnant, ce sera David Fenric. Là, je vais m'amuser à montrer ça. Je suis même pas sûre, on va dire, qu'on arrive à voir avec le zoom, mais c'est pas grave. Ah voilà, donc David Fenric, tu es donc notre premier gagnant. Et donc tu auras le droit de choisir parmi absolument tous les bouquins que j'avais mis dans le trade. Ensuite, passons au second gagnant. Enfin, en plus, le papier, ça coupe en plus. Ah alors. C'est Lorani. Donc Lorani M. Ghost. Tu es la seconde gagnante, donc tu pourras choisir après David Fenric l'ouvrage, on va dire, qui reste et que tu désires. Et enfin, la troisième personne, donc celle qui gagnera les goodies. Oh bon sang. Yep. Si j'arrive en plus à me relire. Ce sera donc Georges le Rouge qui gagne les goodies. Voilà. Coucou à toi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui par exemple ne regarderaient pas la vidéo quand elle va sortir, je vous nommerai sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tous les réseaux sociaux, histoire que vraiment vous soyez au courant. Merci à tous d'avoir participé, et désolé pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours une fois qu'on passera à certains paliers d'abonnés. Voilà, c'était donc la vidéo de remerciement pour les 300 abonnés, merci beaucoup. Je vous rappelle que les plateformes de financement ont été ouvertes sur Tipeee, MyTip et Utip. Je vous ai donné aussi les explications de comment ça marchait en trade sur Twitter. Merci beaucoup, car grâce à vous, grâce à votre soutien, et bien cette chaîne n'existerait pas. En attendant, n'oubliez pas donc de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire. On se retrouve sur les réseaux sociaux, et en attendant, soignez votre plume!